si nombreuses et si nombreux d'avoir franchi l'épreuve du froid et la tentation de la Coupe du Monde pour venir répondre à cette question: où va le monde? Ou en tout cas tenter, je précise immédiatement, merci, que vous pourrez aussi, pendant un temps qui sera dévolu, poser vos questions à nos invités à la fin de la rencontre. En avril dernier, peut-être certains d'entre vous étaient là, on s'était retrouvés tous ensemble, encore sous le choc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. On avait fait une soirée pour tenter de mieux comprendre la situation avec Jacques Faure, Nicole Bacharan et Dominique Simonet. Ça nous avait permis, je pense, à toutes et à tous de mieux comprendre un sujet qui est assez complexe, et puis de se retrouver, ce qui est toujours pas mal dans des temps troublés. Finalement, on n'est pas si étonné que ça, que la géopolitique, ça fasse venir du monde un vendredi soir à Thionville. 8 mois plus tard, le monde n'est pas moins complexe qu'en avril, ni moins dangereux probablement. La guerre entre la Russie et l'Ukraine dure et semble devoir s'enliser dans l'hiver. Le monde est touché par l'inflation et la crise énergétique. Des grandes démocraties comme le Brésil ou les États-Unis ont connu des élections fondamentales pour leur avenir le mois dernier. Le Parti communiste chinois, de son côté, a conforté le pouvoir de Xi Jinping, qui, pourtant, subit une vague inédite de contestation populaire. Contestation populaire qui touche aussi d'ailleurs l'Iran depuis plusieurs semaines. Pendant ce temps, la France s'interroge toujours sur sa place dans le monde. L'Europe subit la crise et connaît des changements de pouvoir, notamment en Italie et au Royaume-Uni. Le monde regarde une Coupe du Monde controversée au Qatar, tandis que la planète se demande si quelqu'un s'intéresse encore à elle en observant une COP27 qui a été jugée décevante par de nombreux observateurs. Bref, parmi cette profusion de sujets internationaux, on s'est dit qu'il fallait faire une soirée, mais aussi qu'il fallait faire des choix. Forcément, cette soirée consacrera une place moindre que celle qui était dévolue au départ au Proche-Orient, à la situation notamment en Iran et au Qatar, dont Christian Chesneau devait nous parler. Mais enfin, ça laisse quand même pas mal de questions. La situation et les perspectives dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La question de la Chine aussi, que se passe-t-il vraiment? Les contestations sont-elles un signe d'une faiblesse du pouvoir chinois, ou est-elle au contraire plus forte que jamais? Quelle est la place aussi de la France, de l'Europe, plus largement de l'Occident, des États-Unis, dans un monde instable et où les cartes semblent se rebattre? Et puis, quid du reste du monde, notamment ces pays africains et asiatiques qui semblent prendre une place de plus en plus importante sur l'échiquier mondial? Et pour répondre à toutes ces questions, et même à quelques autres, on reçoit deux invités prestigieux que je te propose, Louise, de présenter. Bonsoir à tous déjà, bonsoir Sylvia Berman. Vous êtes présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale. Vous êtes aussi administratrice de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et de l'Institut Jacques Delors. Vous avez été ambassadeur de France à Pékin de 2011 à 2014, à Londres de 2014 à 2017 et à Moscou de 2017 à 2019. Vous êtes d'ailleurs la première femme à recevoir la dignité d'ambassadrice en France. Et vous venez de publier Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie diplomatique, aux éditions Thaïlandier. Stéphane Courtois, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste du communisme. Après une carrière au CNRS, vous enseignez aujourd'hui à l'Institut catholique de Vendée. Vous avez été cofondateur et co-directeur de la revue du communisme. Et vous êtes l'auteur du best-seller Le Livre Noir du communisme. Et vous venez de publier avec Galia Ackerman Le Livre Noir de Vladimir Poutine aux éditions Robert Laffont. Alors, on voulait commencer cette rencontre avec vous par une image, une photo, une carte, une photographie satellite prise par la NASA le mois dernier. On voit l'Europe et l'Ukraine plongées dans le noir, à pas confondre avec la mer Noire qui est juste en dessous. Un petit point de lumière sur Kiev et à l'ouest. On avait envie de commencer par ça parce que cette carte elle illustre la guerre en Ukraine et le fait que Vladimir Poutine ait bombardé volontairement des infrastructures énergétiques. Et aujourd'hui, l'Ukraine est plongée dans le noir et dans le froid. Stéphane, pour toi, est-ce que l'hiver et le froid peut être une arme de guerre? Est-ce que Vladimir Poutine considère que c'est une arme de guerre? Ou est-ce que ça peut aussi être une arme qui peut se retourner contre l'armée russe? Merci.
une arme de guerre, je crois que c'est tout à fait clair en ce moment. M. Poutine compte beaucoup là-dessus pour essayer d'affaiblir le moral des populations ukrainiennes et éventuellement de faire que les populations pèsent sur leurs dirigeants pour cesser le combat. Pas seulement les Ukrainiens. Si vous écoutez la télévision russe, on vous chante régulièrement le fait que bientôt les Français vont peler de froid, etc., qu'il y aura plus d'électricité, on sera dans le noir, nous aussi. Donc c'est très... Alors, il s'agit de propagande, bien entendu, il faut toujours faire attention avec ce qui vient de Russie et des canaux officiels de la Russie, mais il est incontestable que quand vous vivez, ou quand vous allez vivre pendant plusieurs mois par -5, par -10, sans chauffage dans votre appartement ou dans votre maison, le gouvernement peut nous dire il faut mettre un pull de plus. Ça n'est pas très sérieux. Ça peut affaiblir considérablement. Ça peut aussi souder considérablement. C'est ça le problème. C'est toujours la même chose. Plus vous matraquez des populations civiles, alors soit elles sont prises par surprise comme la France en 1940 et toute la nation est assommée par une défaite inattendue, totalement inattendue, soit, apprenez l'Angleterre de 1940, Hitler bombarde les villes tant et plus, et puis finalement ça soude complètement la population, et même, ça marche aussi dans l'autre sens. Quand les Alliés vont bombarder massivement les villes allemandes, finalement, une partie de la population va dire on est solidaire du Führer, il faut tenir, les ennemis sont d'atroces barbares, etc. Donc voilà, on est dans ce type de situation. Est-ce que M. Poutine arrivera à ses fins par ce moyen-là, le moyen du froid, ne serait-ce que du froid, et du noir? Parce que ça aussi, ça joue. Vivre dans le noir, bien sûr, en Ukraine, avec l'hiver, la soirée va arriver tôt, la matinée va arriver tard, donc les gens vont vivre longtemps dans le noir. S'ils n'ont aucun moyen de s'éclairer, ça joue beaucoup sur le moral, ça aussi. Donc il faut en tenir compte. Bon, maintenant, vu la manière dont les Ukrainiens sont en train de montrer le niveau de résilience qu'ils ont face à des bombardements massifs qui visent les civils en priorité, etc., on peut évidemment, soyons clairs, on est dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer. Vous avez, où va le monde? Moi, je ne peux pas vous répondre. Par contre, il y a un point sur lequel je crois qu'on peut répondre, c'est comment va le monde? Il va mal. Bon, je crois qu'on peut le dire. On va essayer de l'expliquer. Mais où va-t-il? On n'en sait rien. Nous sommes dans une guerre. Dans une guerre, il se passe des choses totalement imprévisibles. Il peut se passer n'importe quoi demain matin. Donc, gardons ça en tête, et gardons en tête que pour l'instant, si M. Poutine essaye d'affaiblir les Ukrainiens par le froid, par le noir, les Ukrainiens, eux, montrent une solidarité vraiment remarquable, une résilience remarquable, et surtout le fait que leur État, c'est-à-dire toute l'administration, tout ce qui constitue l'armature d'une nation, tient bon. C'est ça qui est quand même impressionnant. Alors justement, sur cette situation sur le front, Sylvie Berman, on a vu ces dernières semaines que l'Ukraine a repris du terrain de manière effectivement assez inattendue par rapport à ses forces militaires, en tout cas tel que l'imagine Vladimir Poutine, et peut-être les opinions publiques européennes aussi. Est-ce un simple sursaut fragile selon vous, ou y voyez-vous un véritable pivot de la guerre dans lequel l'Ukraine est en train de la gagner? Alors, je crois que nous avons eu beaucoup de surprises dans cette guerre. D'abord, le fait qu'elle soit déclenchée. J'étais en Ukraine 3 semaines avant pour la négociation des accords de Minsk et les Ukrainiens ne pensaient absolument pas que les Russes allaient attaquer, en tout cas Kiev, peut-être le Donbass, tellement ça leur paraissait déraisonnable. Quelque temps après, il paraissait évident que les Russes allaient gagner en raison du rapport de force et du nombre. Et les Ukrainiens ont résisté de manière exceptionnelle. Ensuite, les Russes ont attaqué le Donbass, ils ont conquis la région de Lugansk, et on s'est dit, bon, maintenant c'est Donetsk, et ils conquerront la totalité du Donbass. Eh bien, pas du tout, il y a eu une contre-offensive ukrainienne.
dans la contre-offensive ukrainienne, qui est évidemment facilitée par le fait qu'ils reçoivent des armes occidentales, et alors qu'au départ on parlait d'armes défensives, même si ça n'a pas beaucoup de sens au plan militaire, de plus en plus il y a des armes très sophistiquées et à longue portée. Ils ont aussi du renseignement sur le plan militaire et des cibles qui sont désignées par en particulier les services américains, et puis une aide à la conduite d'opérations. Mais surtout, il y a cette volonté de résistance incroyable, parce que pour eux, c'est une guerre existentielle. S'ils se rendaient, s'ils faiblissaient, c'est la fin de l'Ukraine. Donc pour eux, c'est absolument fondamental. Pour le moment, le front est plus ou moins gelé. Personne n'a véritablement l'avantage. Il ne faut pas oublier que la Russie contrôle encore 15% du territoire ukrainien. Les Ukrainiens espèrent qu'ils vont reconquérir la totalité. Ils imaginent qu'ils vont reconquérir également la Crimée, ce qui est moins sûr. Et d'ailleurs, les messages américains ne les y encouragent pas vraiment. Mais la raison pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, c'est que si Vladimir Poutine a décidé d'attaquer les populations civiles en bombardant les installations énergétiques, c'est précisément parce qu'il y avait des revers militaires russes. Et que vis-à-vis d'une population, et surtout d'une frange ultra-nationaliste, ultra-violente, il fallait qu'il ait des succès. Et plonger l'Ukraine dans le noir, eh bien, je crois que ça fait plaisir à toutes ces forces nationalistes qu'on entend à la télévision. Les bombardements, justement, on voulait aussi vous montrer cette photo, un cimetière de missiles à Kharkiv. Kiev a dévoilé ces photos. Ils entassent justement ces missiles comme des preuves, des moyens de documenter les crimes de guerre, les attaques contre les civils commis par la Russie depuis le début de la guerre. Est-ce qu'on peut un jour espérer voir Vladimir Poutine jugé pour ces crimes, Stéphane Courtois ? Alors ça, c'est peut-être la première chose très étonnante dans cette guerre. Je crois qu'en dehors de certains petits conflits, c'est la première guerre de grande ampleur qui est documentée à ce point-là en permanence. C'est en permanence, les informations arrivent, sont transmises dans le monde entier, etc. C'est tout à fait étonnant, et c'est certainement quelque chose à laquelle Vladimir Poutine n'avait peut-être pas pensé. Parce que là, toutes les exactions, tous les crimes, etc., tout ça est documenté en temps réel. Tout ça fait en Ukraine, et même au niveau européen, l'objet de constats qui pourraient aboutir évidemment à un procès. J'étais d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière à un colloque à Sciences Po qui était centré sur la question de pourra-t-on juger Vladimir Poutine, quand même important. La même question était posée dans un grand colloque international où j'étais à Prague il y a 3 semaines, exactement de la même manière. Donc cette idée est en train de prendre beaucoup d'importance, et il est possible que ça commence à inquiéter d'ailleurs à Moscou certaines personnes, parce qu'il faut rappeler que beaucoup des dirigeants russes sont sous sanctions, ne peuvent pas sortir de Russie, ou risquent, en sortant de Russie, de se faire arrêter. Alors, jusque-là, ils risquaient peut-être pas grand-chose, mais là, avec l'ampleur des crimes qui sont commis, les attaques contre les populations civiles, et des crimes qui, sur le plan pénal international, peuvent être tout à fait qualifiés et aboutir à un tribunal, c'est évidemment quelque chose qui peut commencer à les faire réfléchir. D'ailleurs, M. Poutine l'avait... non, c'est pas M. Poutine, c'est... est-ce que c'est... Non, c'est pas Lavrov non plus. C'est un commentateur qui l'a évoqué en direct à la télévision russe, en disant, voilà, il y a ceux qui veulent vraiment... qui ont peur qu'on perde l'Ukraine, et qu'on perde la Crimée, et qui sont prêts à se battre. Et puis il y a ceux qui ont peur de finir devant un tribunal à La Haye. Alors ça, c'était quand même, vous voyez, ça c'est une petite musique, quand vous entendez ça, vous vous dites, tiens, il y en a qui commencent à s'inquiéter. En tout cas, c'est évoqué publiquement à la télévision russe. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, les fait réfléchir.
Sylvie Bermann, il n'y a pas seulement le fait d'être traîné devant un tribunal pénal international qui est évoqué, il y a aussi la question d'être renversé, voire d'être tué. Est-ce que finalement la meilleure arme de l'Ukraine pour combattre Vladimir Poutine ne vient pas de l'intérieur de la Russie ? Une opposition structurée existe-t-elle ? Peut-elle émerger ? Peut-il être renversé donc ou tué, ce qui sont des scénarios qui ont été évoqués. Qu'est-ce qu'il maintient encore au pouvoir, Vladimir Poutine ? Alors ça, c'est un sujet qui est évoqué beaucoup plus souvent en Occident que ça ne l'est même dans les familles en Russie. Même on nous dit, ceux qui vivent en Russie, que ça les fait rire et qu'ils se moquent un peu de nous. Je pense qu'on prend un petit peu nos désirs pour des réalités. En réalité, Poutine conserve malgré tout un certain soutien. Ceux qui ne soutiennent pas ont déjà quitté la Russie, et ce ne sont pas des démocrates qui vont renverser Vladimir Poutine. En outre, il est très bien protégé. Il y a un système en Russie qui est dominé par ce qu'on appelle les siloviki, qui sont les armes de force. C'est à la fois l'armée et la police, mais surtout les services de renseignement qui sont multiples, qui sont parfois d'ailleurs en guerre les uns contre les autres. Et il y a surtout un service rapproché qui s'appelle le FSO, qui comprend une vingtaine de milliers de personnes et qui protège Vladimir Poutine, qui par ailleurs étant un tchéquiste, un espion, et par nature paranoïaque. Et donc il se protège de cela. Donc il n'y a pas de risque de renversement par la rue, parce que ce n'est pas la mentalité des Russes. Et les révolutions de palais, par définition, on ne peut jamais les prévoir. Mais ça semble très peu vraisemblable pour les démocrates quand on a l'occasion de parler avec eux, c'est-à-dire quand ils passent à Paris. Est-ce que, là, vous l'avez dit, ça semble assez peu probable. Ça fait déjà 8 mois que la guerre, elle dure. Est-ce qu'il y a une sortie possible de cette guerre par la voie diplomatique, par des négociations ? Vous l'avez dit, vous avez été à Minsk au moment de négociation des accords. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler peut-être ce que sont les accords de Minsk et nous dire si une paix ou pas est négociable dans ce conflit ? Alors, les accords de Minsk, il y en a eu ce qu'on a appelé Minsk 1 et Minsk 2, donc en 2014 puis en 2015. Et c'était la première intervention russe, et ça s'est terminé par une déroute militaire totale des Ukrainiens qui n'avaient pas une armée professionnelle à l'époque. Et donc ça a été considéré par les Ukrainiens comme un accord de capitulation. C'est la France et l'Allemagne qui ont proposé cet accord, mais il fallait bien sortir de la guerre. Le principal, en fait, c'était la réintégration de cette zone occupée du Donbass dans l'Ukraine, mais avec un statut spécial, c'est-à-dire avec un peu plus d'autonomie que le reste du pays, avec des élections, le retrait de toutes les troupes. En réalité, les négociations ont eu lieu pendant plus de 8 ans, et ça ne pouvait pas marcher. Moi, quand j'ai été chargée de cela, en juillet 2021, je me suis rendu compte très vite que c'était une mission impossible, et qu'en réalité, les Ukrainiens n'en voulaient pas, précisément parce que c'était pas dans leur intérêt. Mais à l'inverse, quand j'étais à Moscou, et je le raconte aussi dans le livre, la première fois que j'ai un rendez-vous avec le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, il publie un tweet à la sortie en disant que la France et la Russie sont favorables à la pleine application des accords de Minsk. Et je m'en suis un petit peu étonnée en rentrant à l'ambassade, et le spécialiste m'a dit oui, évidemment, c'est dans l'intérêt des Russes. Parce que les Russes, ce qu'ils attendaient, c'est effectivement d'avoir un peu une administration à leur botte et qui contribue à une forme de déstabilisation de l'Ukraine. Donc ce qui est très difficile, c'est d'avoir un accord qui soit, qu'on puisse mettre en œuvre. Et aujourd'hui, par exemple, ça se terminera certainement par une solution diplomatique. Mais encore faut-il que le rapport de force sur le terrain soit considéré par l'une et l'autre partie comme ne pouvant pas déboucher sur davantage de gains. C'est-à-dire chacun cherche à prendre des gages et prêt à négocier à partir du moment où il se dit que s'il continue à se battre, il perdra davantage.
Donc pour le moment, on n'en est pas là, justement. Personne n'y a intérêt. Les Russes, peut-être plus que d'autres, puisqu'ils occupent une grande partie du territoire, mais les Ukrainiens, certainement pas. Et donc, ça va être difficile de trouver un accord équilibré. Et si on se souvient de l'histoire du traité de Versailles, qui finalement était extrêmement rigoureux pour les Allemands, et bien finalement, avec la terrain et des conditions très strictes, finalement, l'Allemagne a cherché aussi une revanche. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le président de la République avait prononcé des mots qui avaient choqué à ce moment-là, mais peut-être parce que c'était pas opportun de dire que le moment venu, il ne faudra pas humilier la Russie. D'ailleurs, il n'a pas dit humilier Vladimir Poutine, il a dit humilier la Russie. Mais c'est en pensant à ce que peut être, qu'il ne peut pas être un échec total pour une des parties. Stéphane Courtois, est-ce que l'Occident n'a pas loupé le coche pour intégrer la Russie davantage dans son giron, peut-être même. Alors, après la chute du communisme, la Russie a intégré un certain nombre d'organisations internationales. Il y a peut-être eu un moment, au milieu des années 2000, où la Russie a semblé très proche d'une relation plus pacifiée avec les pays occidentaux. Et puis soudain, en 2014, il y a une radicalisation avec l'invasion de la Crimée. Que s'est-il passé? Est-ce que les Occidentaux n'ont pas une part de responsabilité dans le fait d'avoir laissé le président russe se radicaliser? Oui, je connais évidemment ce type d'interprétation, mais ça n'est pas vraiment mon approche. Mon approche, c'est que c'est très bien de vouloir intégrer la Russie, encore faudrait-il qu'elle le souhaite, hein, et que les gens qui la dirigent le souhaitent. Hein. Or, la Russie est maintenant dirigée depuis plus de 20 ans par M. Poutine et une équipe qui vient très clairement de l'ancien KGB. Ces gens-là sont très clairement dans le déni de leur défaite de la guerre froide, dans le déni de l'effondrement de l'URSS en 1991. En 1991, l'URSS disparaît, non pas sous les coups de boutoir de je ne sais trop quelle armée. L'URSS disparaît parce que c'est un système totalement absurde, corrompu et qui est totalement vermoulu et qui s'effondre sur lui-même. Donc s'il y a humiliation, j'ai presque envie de dire ce sont les Russes qui se sont humiliés eux-mêmes dans cette affaire, parce qu'il faut bien dire que c'était quand même incroyable de voir l'URSS disparaître en un claquement de doigts presque, hein, ce qui prouve aussi que cette URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, était quand même un ensemble très artificiel, hein, puisque dès sa disparition, il y a déjà au moins trois entités indépendantes qui apparaissent: Russie, Ukraine, Biélorussie, sans parler de toutes les républiques d'Asie centrale, sans parler des États baltes. Donc voilà, il y a le problème des gens qui sont en place aujourd'hui, M. Poutine et son équipe depuis plus de 20 ans, c'est est-ce qu'ils acceptent ce constat ou est-ce qu'ils ne l'acceptent pas? Or, il est très clair qu'ils ne l'acceptent pas et ils ne s'en cachent presque pas d'ailleurs. Hein. Déjà en mars 2000, avant même d'être élu président, Poutine avait déclaré « Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur ». Ce qui déjà pour les Polonais, les Baltes et tout ça devait être un peu insupportable. Mais il ajoutait « Celui qui veut la reconstruire, l'URSS, celui qui veut la reconstruire à l'identique n'a pas de tête ». Le mot important dans cette phrase, c'est « à l'identique hein, ». C'est un message subliminal. Il ne faut pas la reconstruire à l'identique, mais rien ne vous interdit de la reconstruire d'une autre manière. Bon, donc voilà, tout le problème est là. Si vous restez sur l'idée de la grande URSS, de la grande puissance, du grand empire tsariste, bon, très bien, ok. Simplement, entre-temps, les situations ont totalement évolué. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe qui est maintenant acquis et admis depuis plus de 100 ans. Et les Ukrainiens, très clairement, ont voté à un référendum fin 1991 à plus de 90% pour l'indépendance. Et cette indépendance, avec des frontières internationales garanties, en compensation du fait qu'ils rendaient tout leur arsenal nucléaire.
Parce que s'ils n'avaient pas rendu leur arsenal nucléaire, vous imaginez si aujourd'hui l'Ukraine avait des centaines de missiles atomiques, évidemment, M. Poutine ne s'amuserait pas à les titiller. Bon, donc voilà, là il y a d'une certaine manière, les Ukrainiens peuvent dire on s'est fait rouler dans la farine, et on tient à notre indépendance, le peuple tient à son indépendance. Il s'est passé peut-être un autre événement durant ces années 2010 qui ont vu le retour au pouvoir de Vladimir Poutine, puis l'invasion de la Crimée, etc. En 2013, la guerre en Syrie bat son plein. Le président américain Barack Obama fixe une fameuse ligne rouge, c'est l'utilisation par Bachar al-Assad d'armes chimiques contre son propre peuple. Cette ligne rouge a été franchie et le président américain n'est pas venu. Pour certains observateurs, ça a été à ce moment-là un événement pivot qui a fait à certains pouvoirs autoritaires, et notamment à Vladimir Poutine, qu'il est possible de franchir un certain nombre de limites et que de toute façon, l'Occident et les États-Unis en particulier se retiraient. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, tout à fait. Aussi bien à Pékin qu'à Moscou, on considère que l'Occident est faible. Alors, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu effectivement les lignes rouges qui ont été franchies sans réaction de la part d'Obama. Il y a eu, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, la déroute calamiteuse des Américains en Afghanistan. Et puis, malgré tout, l'affaire du Capitole a donné le sentiment que les démocraties étaient en crise. Donc, si vous écoutez le discours dans ces deux capitales, c'est effectivement d'un Occident affaibli. Vladimir Poutine a bien joué en Syrie. Ça ne veut pas dire qu'on soutient son action ou la destruction d'Alep, mais en réalité, ça lui a donné une crédibilité au Moyen-Orient. Et quand j'étais à Moscou, mes collègues du monde arabe me disaient « Moscou est devenue la nouvelle Mecque des pays du Moyen-Orient ». Parce que Poutine recevait aussi bien les Israéliens que les Iraniens, que les Irakiens, Saoudiens, etc. Et c'était le seul dirigeant, en fait, qui avait des contacts avec tous. Il a également décidé de mettre en place un sommet Russie-Afrique où une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont venus. Mes collègues africains me disent qu'il est incroyablement populaire en Afrique. Et ça, je sais que vous avez prévu d'en parler dans la dernière partie sur ce qu'on appelle le reste du monde. Mais finalement, en Syrie, il a remis en selle Bachar el-Assad, il a imposé les négociations déjà avec la Turquie qu'on retrouve sur l'Ukraine et avec l'Iran, qu'on a appelé les accords d'Astana. Et en réalité, avant le 24 février, Poutine avait le maximum de ce qu'il pouvait attendre. Il souhaitait rehausser le rang de la Russie, et c'était le cas. C'est-à-dire que s'il en était resté à la dissuasion, avec une armée qu'on continuait à apercevoir comme la deuxième armée au monde, il aurait tout gagné, et Biden avait proposé des négociations. Donc il a commis une erreur stratégique monumentale. Cette guerre, elle fait aussi vaciller l'Europe. Ce mardi, les 27 chefs d'État de l'Union européenne se sont rendus à Tirana, en Albanie, pour un sommet avec les chefs d'État de 6 pays des Balkans, l'Albanie, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Parce qu'en pleine guerre, l'objectif de l'Union, c'est aussi de renforcer la coopération avec ces pays-là qui sont dans l'antichambre de l'Union européenne depuis quelques années. Certains, ça fait déjà des années qui réclament une adhésion à l'Union européenne. Est-ce que dans ce contexte de guerre, on peut aller vers un élargissement de l'Union européenne, Sylvie Berman ? Alors l'élargissement, c'est évidemment un sujet très difficile depuis des années, parce que la France plaidait pour un approfondissement avant un élargissement, parce que c'est allé trop vite avec des pays qui n'étaient pas prêts, et le sentiment était que la plupart des pays des Balkans n'étaient pas prêts. Mais avec la reconnaissance du statut de candidat à l'Ukraine, il y a un sentiment d'injustice dans les pays des Balkans qui attendent depuis très longtemps. Et puis, les pays des Balkans, après les guerres qu'il y a eu au début du siècle, sont un peu les oubliés de l'histoire.
Or, depuis des années, aussi bien la Russie que la Chine ont avancé leurs pions dans les pays des Balkans, et l'Union européenne, qui a pourtant fait la reconstruction des Balkans après les guerres, finalement a perdu toute influence. Donc c'était un peu la raison de ce sommet, mais c'est très très compliqué parce que agrandir l'Union européenne, c'est pas simplement un cadeau, un dû fait à certains pays, c'est pas une question de morale, mais l'idée c'est aussi de renforcer l'Union européenne et de ne pas l'affaiblir. On parlait donc de l'Europe, au-delà de son élargissement. On a presque été surpris positivement, pour certains, par la puissance européenne qui s'est affirmée dans les premières semaines de la guerre, dans le soutien massif, franc, ferme à l'Ukraine. Depuis, il s'est passé un certain nombre de choses. L'Italie a changé de gouvernement et sa nouvelle présidente du Conseil vient de l'extrême droite. Le Royaume-Uni, qui était en pleine tourmente à la fois politique, avec plusieurs changements de Premier ministre, elle a même perdu son chef d'État, et économique, évidemment, avec l'inflation qui pèse très fort. L'Allemagne aussi, qui a été en difficulté à cause de sa dépendance au gaz russe. Finalement, c'est un retour. Alors peut-être une question que je poserai à vous deux, je vais commencer par vous, Sylvie. Est-ce que ces derniers mois vous ont donné davantage l'impression d'une Europe forte, qui était prête à construire par exemple l'Europe de la défense, dont on parle depuis longtemps, ou au contraire, est-ce plutôt un paysage assez triste et une Europe qui rend les armes face à la puissance américaine ? Alors, dans un premier temps, je crois que l'Europe, effectivement, a affiché une solidarité et une unité. Elle l'a montré en réagissant très rapidement, comme elle l'avait fait d'ailleurs sur la crise sanitaire, dans un domaine qui n'était pas une compétence communautaire, et en particulier en finançant, via un instrument qui s'appelle la facilité de paix, la fourniture d'armes à l'Ukraine, et en adoptant 9 trains de sanctions. Donc l'Union européenne a réagi, elle a eu cette visibilité. En même temps, aujourd'hui, il faut bien voir que ce sont les Américains qui fournissent 20% de l'aide militaire aux Américains, qu'ils ont renforcé l'OTAN grâce à Poutine, qui voulait éloigner l'OTAN de ses frontières et qui l'a au contraire rapproché avec la Finlande et la Suède. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'OTAN contre l'Europe de la défense qui a le vent en poupe, même si ça peut être complémentaire, et j'espère qu'on y reviendra, parce qu'il y a un besoin d'indépendance de l'Union européenne et d'autonomie. On le voit parce que dans un autre domaine, il y a un outil que vient d'adopter les États-Unis, qu'ils ont appelé curieusement l'IRA, qui est un outil contre l'inflation, et qui, en fait, est une catastrophe pour les Européens, parce que c'est l'équivalent d'un Buy American Act. Il y a aussi les sanctions extraterritoriales américaines, et l'Union européenne devra réagir à ça, devrait réagir face à la Chine, face à la Russie et face aux États-Unis. Mais pour le moment, les Américains ont quand même remis la main sur, d'une certaine manière, la défense européenne. Et vous savez comment ça se passe. Les Allemands, qui se sont trouvés tout nus face aux Russes, comme l'a dit leur chef d'état-major, ont décidé de se remilitariser et d'octroyer 100 milliards pour l'armée allemande. Mais quelle est la première décision ? C'est de commander les F-35 américains. C'est souvent la tendance. Les Américains demandent aux Européens de consacrer plus à leur défense, 2% ou plus de leur budget de défense, mais en général, c'est pour acheter des armes américaines. Stéphane Courtois, sur cette question, Europe puissance ou au contraire qui montre encore ses faiblesses ? Oui, je crois qu'on a le 24 ou le 25 février, l'Europe a frôlé une double catastrophe. Parce que si les Américains n'étaient pas intervenus militairement massivement, bien entendu, même avec sa désorganisation, l'armée russe serait à la frontière polonaise. Ça, c'est incontestable. La deuxième chose, c'est qu'on a frôlé une deuxième catastrophe, qui est que Poutine avait parfaitement bien monté son affaire, parce qu'attention, Monsieur Poutine, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un homme qui sait mener ses affaires, et il a soigneusement, grâce au gaz, et il faut bien le dire, à la complicité de l'ex-chancelier Schröder, il a ficelé, il n'y a pas d'autre mot, il a ligoté, ou il a tenté en tout cas de ligoter les Allemands
en faisant une manœuvre qui n'est pas nouvelle pour les Russes, ou en tout cas pour les Soviétiques, puisque Staline avait fait exactement la même en 1939 avec son alliance avec Hitler pour liquider la Pologne. Donc là, il y a vraiment des éléments... heureusement, l'Allemagne s'est ressaisie quand même. L'Allemagne s'est ressaisie. L'Allemagne est en train de reconnaître que sa politique russe a été totalement fausse, a été un désastre. Le livre noir de Vladimir Poutine va être publié en Allemagne avec des chapitres supplémentaires que j'ai déjà pu lire. C'est assez ravageur comme critique de la politique allemande vis-à-vis de la Russie depuis 20 ans. Il faut bien dire que M. Schröder a joué un rôle décisif dans cette histoire de Nord Stream 1, Nord Stream 2. Donc, alors là, je crois que ça y est, bon, les Allemands ont compris. Ce type d'alliance naïve, parce que de toute évidence, les Allemands, les dirigeants, le patronat, ont cru que par l'économie, on allait pouvoir, effectivement, pour revenir à votre question de tout à l'heure, intégrer la Russie. Ils n'ont pas compris à qui ils ont affaire. Et donc voilà, on a échappé à ces deux catastrophes. L'Europe a quand même montré une réaction relativement unie. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, M. Poutine a atteint à peu près l'exact contraire de tous ses objectifs. Alors je ne sais pas si ça continuera, mais pour l'instant, il a atteint l'exact contraire de tous ses objectifs. Il voulait prendre Kiev en 3 jours, c'est raté. Il voulait prendre l'Ukraine en 3 semaines, c'est raté. Il voulait diviser les Européens justement avec la question du gaz en s'appuyant sur les Allemands, c'est globalement raté. Il voulait écarter l'OTAN, dont on avait dit qu'il était en état de mort cérébrale. Bon, l'OTAN montre, alors vous avez montré qu'effectivement, on a un petit problème là entre OTAN et défense européenne, bien entendu. Et puis surtout, M. Poutine avait effectivement l'intention de chasser au maximum les Américains d'Europe, et ils sont presque à sa frontière. Donc là, il y a quand même un problème. Comment le dirigeant d'un très grand pays qui a été une des 2 superpuissances et qui a un siège au Conseil de sécurité peut faire une pareille erreur stratégique. Là, il y a un véritable problème sur la manière dont ce monsieur et ses équipes pensent le monde, le perçoivent, etc. Ne sont-ils pas, ne vivent-ils pas dans une autre réalité mythologique qui, comme par exemple la réalité mythologique dans laquelle vivait Adolf Hitler, peut provoquer de grandes catastrophes. Sur une simple décision qui n'a pas été correctement réfléchi, vous l'avez dit, c'est une erreur stratégique monumentale, mais qui a des conséquences pas seulement ukrainiennes, pas seulement européennes, mais mondiales. C'est tout à fait clair que là, ça rebat énormément de cartes, et il faut bien dire que ça remet les Américains dans le jeu d'une manière très importante. Où va le monde? On pouvait difficilement répondre à cette question sans parler de la Chine, et sans parler de la Chine de Xi Jinping. On vous a choisi là une photo prise lors des manifestations, puisque ça fait 3 ans qu'il y a une politique anti-Covid très stricte en Chine. Et ces dernières semaines, plusieurs manifestations ont éclaté dans le pays, notamment après des scandales liés à cette politique très stricte. Récemment, on a entendu aussi dans ces manifestations des slogans tels que Xi Jinping démission, ça reste assez inédit. Et là, récemment, cette semaine, le président chinois a annoncé un assouplissement de ces mesures très strictes. Est-ce qu'il a peur, Xi Jinping? Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple chinois qu'on voit se soulever est en mesure de le renverser? Sylvia Berman. Non, sûrement pas. Il y a quelques, alors je ne sais pas, centaines de manifestants dans des grandes villes. Il y a 1,4 milliard Chinois. C'est un régime qui est effectivement de plus en plus autoritaire, de plus en plus dur. Les Chinois, le régime chinois surveille justement les opinions publiques, veille à éviter
les mouvements de foule. Alors là, les jeunes qui ont manifesté l'ont fait de manière assez habile parce qu'ils l'ont fait dans le quartier des ambassades, en particulier devant l'ambassade américaine, en se disant que les policiers chinois n'allaient pas taper devant des ambassades. Mais vous savez qu'ils ont un système de reconnaissance faciale et que ceux qui ont prononcé Xi Jinping démission, Parti communiste chinois démission, ont été retrouvés, ont reçu des visites, probablement des mises en garde, des menaces et peut-être pire. Mais en tout cas, il y a moins de psychorigidité aujourd'hui de la part de la Chine que de la part de la Russie, parce que finalement, ces mouvements ont valeur d'alerte pour le régime, et d'ailleurs, ils surveillent les réseaux sociaux pour savoir ce que les gens pensent aussi, et la réaction a été extrêmement rapide en décidant d'assouplir cette politique zéro Covid. Elle ne pouvait pas être assouplie avant parce qu'il y avait le 20e congrès qui était très important pour Xi Jinping, et s'il y avait une vague de Covid, ça aurait été un désastre pour lui. Parce que c'est sa politique, et c'est vrai qu'en 2020, ça a bien marché, puisque la Chine est le seul pays qui en est sorti et qui a eu une croissance importante. Ensuite, ce n'était plus gérable. Les autres pays d'Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, sont sortis de la politique zéro Covid et ont retrouvé une vie normale. En Chine, au contraire, ça a été de manière rigoureuse, souvent absurde, puisque on enfermait les populations à un double tour. C'est comme ça que ça a commencé, parce qu'il y a eu un incendie à Urumqi et les gens n'ont pas pu sortir à cause de ça. Et là, effectivement, le caractère de cet isolement chinois avait des effets négatifs, non seulement sur l'état d'esprit de la population, mais également sur l'économie, parce que le grand succès de la Chine, c'est la croissance économique, c'était le contrat social pour les Chinois. Vous enrichissez, vous avez une carrière, vous avez un emploi, mais vous ne vous occupez pas de politique. Or là, c'est un petit peu un contrat qui est rompu, et donc il y a une grande vigilance. En même temps, il y a des risques effectivement d'explosion de Covid qui pourrait avoir aussi des effets négatifs. Donc c'est très difficile, il y a beaucoup de problèmes économiques en Chine, et c'est pas facile de les résoudre. J'ai été assez surpris, Stéphane Courtois, en préparant cet entretien, de découvrir de la bouche de plusieurs spécialistes de la Chine qu'en réalité, contrairement à l'image qu'on pouvait en avoir d'un peuple docile, qui baisse la tête devant ses dirigeants suprêmes, en réalité la Chine est un pays très politique où il y a même déclaré, d'ailleurs par le Parti communiste chinois, plusieurs centaines de manifestations par an, de nombreuses révoltes. Alors effectivement, donc Sylvie Berman nous a expliqué qu'en réalité c'était bien moindre que l'image qu'on pouvait en avoir, les actuelles révoltes. Pourtant je ne peux pas m'empêcher de demander à l'historien du communisme que vous êtes si ça ne vous fait pas un peu penser à Tiananmen et au mouvement de 1989, il me semble, notamment des étudiants chinois. Est-ce un mouvement de cette ampleur? La comparaison a pu être faite en Occident. Non, mais je crois qu'il faut bien se souvenir qu'à travers l'histoire de la Chine, il y a tout le temps eu des révoltes, et parfois des révoltes gigantesques, qui balayaient tout. Bon, et d'ailleurs, les communistes se sont aussi servis de ça, ils ont surfé sur des révoltes. Bon, le problème, c'est que la Chine, le régime chinois, pour être plus précis, reste un régime communiste, c'est-à-dire avec toutes les caractéristiques du régime communiste de discipline, d'obéissance, de dictature, etc., avec un tout petit parti communiste de 90 millions de membres quand même. Donc vous voyez, ça fonctionne comme une armée. C'est totalement discipliné. D'ailleurs, si vous avez vu quelques images du dernier congrès qui étaient évoquées, c'était stupéfiant, c'est gigantesque salle. Et puis, en plein congrès, on extrait du premier rang. On vient chercher l'ex-président et on l'emmène. Il essaye de parler à Xi Jinping, l'autre tourne la tête de l'autre côté. Enfin bon, ce sont des messages, il n'y a même pas besoin de les expliquer, chacun a compris ce qui se passe. Le premier qui ne soutiendrait pas absolument le secrétaire général, voilà ce qui va lui arriver. Et ça fait penser à d'autres scènes du même type, par exemple en Corée du Nord, quand sous les Kim,
on liquidait en plein congrès, la police arrivait, hop, attraper des responsables importants qui étaient fusillés 2 heures après quand même. Bon, donc voilà, hein, alors avec un autre élément qu'il ne faut jamais oublier, ça a été, Madame Berman l'a rappelé, 1,4 milliard ou 1,3 milliard, allez, même si on dit 1,3 milliard d'habitants, vous voyez déjà la difficulté de diriger la France avec 67 millions, 1,3 milliard, il y a des problèmes d'échelle, si vous voulez, de gouvernance qui sont gigantesques. Alors je sais bien que certains disent, quand on est confronté à une telle population, on ne peut avoir qu'un pouvoir très autoritaire, sinon tout va partir en morceaux. Oui et non, il y a toujours eu des courants démocratiques en Chine, ils sont portés par les étudiants souvent. Effectivement, le tournant de la place Tiananmen a été un tournant très dur, parce que là, ça a été sévère, hein, et de fait, quelqu'un comme Xi Jinping, qui n'est jamais qu'un fils, ce qu'on appelle en Chine les fils de prince, c'est-à-dire les fils d'ex-dirigeants maoïstes, ou communistes puis maoïstes, ces gens-là ont remis la main sur le pouvoir sans aucun problème au moment, parce qu'il y avait quand même des tensions très fortes au sein du Parti communiste chinois au moment de Tiananmen, entre le Premier ministre, le secrétaire général du parti, etc. Ça a été tranché par Deng Xiaoping par l'écrasement des manifestants par les chars, et puis à partir de là, c'est la tendance dure qui a remis progressivement la main sur le pouvoir, avec aujourd'hui un pouvoir très personnel, semble-t-il. Alors je sais bien, c'est comme au Kremlin, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, mais il semblerait quand même que M. Xi Jinping ait fait le ménage autour de lui. Hein, et il a liquidé, sous prétexte de corruption, etc., il a liquidé un certain nombre de ses opposants au sommet pour devenir le leader suprême, et avec la mise en place de dispositifs lui permettant de le rester, comme M. Poutine d'ailleurs. Alors M. Poutine rêve de rester au pouvoir, au sommet jusqu'en 2036. Bon, souhaitons-lui bonne vie. Mais M. Xi Jinping fait la même chose. Hein. J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la démocratie et entendre votre regard à tous les deux. Il semble qu'il y a un point commun à la fois entre la Russie, dont on a parlé juste avant, et la Chine, dont on parle maintenant. Ce sont des pays qui, semble-t-il, n'ont jamais vraiment connu sur un long terme des expériences démocratiques, en tout cas telles qu'on les entend chez nous. Et justement, on parle beaucoup ces derniers temps, alors notamment en Russie, mais aussi récemment en Chine avec le 20e congrès du Parti communiste chinois, on parle de changement de pouvoir, de renversement de pouvoir. Est-ce qu'au fond, les opinions publiques occidentales que nous sommes ne risquent pas d'être extrêmement déçues s'il y avait un changement de pouvoir, parce qu'il y aurait une forme de changement dans la continuité? Oui, je vois pas tellement quel changement de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, en Russie c'était peu vraisemblable, et c'est pas les démocrates qui généralement font des révolutions, des coups d'État en tout cas, et beaucoup d'opposants à Vladimir Poutine, de libéraux, me disaient à Moscou que le successeur de Vladimir Poutine pourrait être pire que lui. En Chine, on ne sait pas. Mais le problème, c'est que effectivement, ce sont deux immenses empires continentaux, et que leur référence, c'est la période tsariste, suivie certes par la période communiste avec le tsar rouge qui était Staline, qu'admire beaucoup d'ailleurs Vladimir Poutine, parce qu'il le considère comme un vainqueur. Et en Chine, c'est les empereurs de Chine. Et Xi Jinping, pour tout le monde, c'est un empereur de Chine. Parce qu'il y avait avant un système collégial avec le comité permanent qui existe toujours, mais c'est purement formel. Avant, on parlait des 7 empereurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Donc il y a effectivement un pouvoir fort. Je crois que les Russes, comme les Chinois, voudraient bien évidemment davantage de liberté, davantage de démocratie, mais ils considèrent presque tous qu'il faut un régime fort dans ces deux pays. La difficulté aujourd'hui aussi, c'est que Poutine, avec l'erreur qu'il a commise et qui porte tort à la Russie, à l'Ukraine bien sûr, mais c'est tragique pour la Russie, parce que ça va devenir un pays paria et affaibli sur le plan économique, et a sûrement beaucoup d'ennemis aujourd'hui, et c'est beaucoup plus difficile de céder le pouvoir. Quant à Xi Jinping, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il a purgé 5 millions
de membres du parti, donc ce n'est pas négligeable. Et vu la manière dont il a traité son prédécesseur, ce qui a étonné tout le monde, parce que ce n'était pas nécessaire en réalité, eh bien, il sait que s'il quitte le pouvoir, il risque d'être traité de la même manière. Alors qu'autrefois, c'était pas possible. On respectait les anciens, mais là, il y a quelque chose, il y a eu une violence incroyable dans ce qui s'est passé au moment du Congrès. Et d'ailleurs, les images ont été supprimées ensuite en Chine, à la télévision. Et à l'occasion du décès du précédent, Jiang Zemin, pour les obsèques, ils ont fait revenir Hu Jintao pour montrer que voilà, il était toujours là. Stéphane Courtois, peut-être sur cette question de la démocratie dans ces deux pays. C'est la question de fond, parce que on oublie, nous on est habitués, les Occidentaux et les Français en particulier, quand même depuis plus de 200 ans, on est habitués à la démocratie sous la forme parlementaire, des institutions, un état de droit, etc. Bon, mais la démocratie, c'est d'abord une culture. Il faut une culture démocratique, sinon ça ne peut pas marcher. Et effectivement, ces peuples, et en particulier les Russes, n'ont pratiquement jamais connu de culture démocratique. Ils ont connu un parlement à peu près libre, élu librement, qui a été élu librement alors que Lénine s'était déjà emparé du pouvoir le 7 novembre. Cette élection des hommes et des femmes, donc des hommes et des femmes, au suffrage universel, a eu lieu fin novembre 1917. Cette assemblée constituante s'est réunie le 18 janvier 1918, donc très librement, et les bolcheviks n'ayant pas la majorité, Lénine a tout simplement donné l'ordre de faire fermer militairement cette affaire. Et donc la seule tentative qui était en train de naître, en réalité, a été immédiatement liquidée. Alors inutile de dire qu'entre 1918 et 1989, il n'était plus question de démocratie, puisqu'il y avait une démocratie de façade en URSS. Vous aviez des élections, mais sur un principe très simple. Un poste à pourvoir, un candidat. Ah oui, ça simplifie beaucoup. Ça plairait à beaucoup de gens peut-être. Bon, et en 89, Gorbatchev, pour des raisons que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, a voulu faire élire en partie librement, seulement en partie, un parlement, le Congrès des députés du peuple, mais cette simple goutte de démocratie dans le logiciel totalitaire de l'URSS a fait sauter le système. D'autant qu'il avait prévu que tous les débats de ce Congrès des députés du peuple seraient retransmis en direct à la télévision. Bien entendu, à peine a-t-il ouvert le Congrès que Sakharov s'est précipité, a pris le micro et a dit il faut supprimer l'article 6 de la Constitution, c'est-à-dire le fait que le Parti communiste commande tout. Bon, et à partir de ce moment-là, ça ne pouvait que sauter, mais ça a sauté, mais sans une véritable pédagogie de la démocratie. Alors il y a bien des gens qui ont essayé, on parle beaucoup par exemple de l'association Mémorial, qui s'est créée à ce moment-là, qui a d'ailleurs été fermée par Poutine en décembre 2021, juste avant l'attaque évidemment de l'Ukraine, parce que c'est une association formée par des gens courageux qui parlent clair, etc., et qui avait l'intention de condamner justement les attaques contre la démocratie. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux l'ont payé soit de la prison, encore aujourd'hui, soit de leur vie, tout simplement. Mais bon, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Les forces de l'ancien régime soviétique, et en particulier le KGB, ont fini par remettre la main sur le pouvoir, y compris en manipulant la démocratie. Parce que quand même, la deuxième élection d'Eltsine en 1996, l'élection de Poutine en 2000, et sa réélection, etc. Tout ça est quand même très largement manipulé. On a des oligarques qui ont déversé des sommes d'argent considérables, des chaînes de télévision qui étaient tenues par ces gens-là, des gens qui donnaient des conseils pour manipuler l'opinion. Donc voilà, il n'y avait pas de culture démocratique. Alors ce qui est terrible, c'est de voir qu'actuellement, on est en train d'ériger en Russie des statues à la gloire de Ivan IV. Ivan IV, c'est le fameux Ivan le Terrible, qui a instauré le système autocratique et qui a jeté la paysannerie russe dans le servage.
Hein. Et il ne faut jamais oublier que la paysannerie russe a été en servage pendant plus de 300 ans, hein, et que ça continue de peser d'une manière absolument terrible sur la mentalité russe, sur la manière dont les gens obéissent aux ordres, courbent la tête, et puis se disent, bon, advienne que pourra, pourvu que ça aille pas plus mal. Voilà. Donc voilà, on en est là. Et en plus, quand vous voyez ce qui s'est passé avec la mobilisation partielle décidée par Poutine, et que d'un seul coup, des centaines de milliers de jeunes hommes s'enfuient du pays, mais ces centaines de milliers de jeunes hommes, d'une part, c'est a priori des gens dynamiques, c'est des gens formés, c'est l'avenir de la Russie, les voilà qui fichent le camp. Mais c'est terrifiant, Madame Berman l'a évoqué, mais cette guerre est un désastre pour la Russie, pour son image, pour son avenir, hein. Je reviens de Prague, je reviens de Varsovie, etc. Je sens monter une haine des Russes qui est absolument terrible. Je vais juste une petite anecdote. À Varsovie, j'avais une traductrice, 28 ans, mariée, 3 enfants, super catholique, comme il se doit. Bon, après nos séances de travail, nous allons déjeuner tous les deux, on parle de choses et d'autres, comme je ne la connaissais pas, je fais connaissance, je lui demande un peu d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait, tout ça. Et puis à la fin du repas, elle me dit, vous savez, monsieur Courtois, ça m'ennuie de vous en parler, mais vraiment j'ai une question, je suis très embêté. Bon, bah, allez-y, jetez-vous à l'eau. Elle me dit, vous savez, je suis vraiment profondément catholique. La base de ma foi, c'est le respect de la personne humaine, c'est l'amour du prochain. Et là, je sens une haine des Russes qui monte en moi que je n'arrive pas à arrêter. Bon, là, je peux rien faire. Bon, je ne suis pas le Christ, mais bon. Mais non, mais c'est terrible. C'est terrible de voir cette situation. Hein. Je ne sais et ça va pas s'améliorer à mon avis. Sylvia Berman, on est tenté de poursuivre ce parallèle entre la Chine et la Russie, avec peut-être une comparaison, si on peut se la permettre, entre l'Ukraine et Taïwan. On a l'impression d'avoir un peu deux puissances nostalgiques d'anciens empires perdus, la Russie voulant récupérer l'Ukraine, la Chine voulant récupérer Taïwan. Quel est l'impact sur Pékin de l'offensive russe en Ukraine ? Alors, d'abord, ce sont deux sujets complètement différents, parce que pour la Russie, c'est effectivement un rêve impérial de récupérer l'Ukraine, qui est encore une fois un pays indépendant, non seulement reconnu par les Nations Unies, mais reconnu par la Russie elle-même. La Chine, Taïwan, c'est complètement différent, parce que en fait, quand c'est Taïwan qui était reconnu aux Nations Unies, ensuite les pays, les uns après les autres, ont établi des relations diplomatiques avec la Chine, ont rompu les relations avec Taïwan et ont reconnu une politique d'une seule Chine. Alors évidemment, c'est très ambigu, parce qu'on ne dit pas quelle Chine, mais en même temps, on ne considère pas Taïwan comme indépendant. Donc le problème, c'est pas un problème de souveraineté ou d'indépendance. La Chine considère que Taïwan lui appartient. Donc Chiang Kai-shek s'était enfui en 1949 en emportant d'ailleurs les joyaux de la couronne, parce qu'ils ont tout emporté. Le fabuleux musée de Taipei vient intégralement de la cité interdite de Pékin. Donc c'est une situation qui est complètement différente et qui sera aussi plus difficile pour les Occidentaux s'ils doivent prendre position en cas d'intervention de la Chine. Alors la Chine continue de dire qu'elle veut le faire, elle veut cette réunification, qui est une mission historique, de manière pacifique, qu'elle ne s'interdit pas d'utiliser les moyens militaires, mais ça fait des années qu'ils le disent, en cas de tentative d'indépendance, soit des Taïwanais, soit de provocation américaine. Nous, en tout cas européens, français, ce qu'on plaide, c'est le statu quo, c'est-à-dire pas d'indépendance de Taïwan, mais pas d'intervention non plus, et le respect de la liberté de navigation dans la zone.
Je pense que les Taïwanais sont assez prudents en réalité, même si au fil des ans, de plus en plus, les jeunes se sentent profondément taïwanais et plus du tout chinois, alors que le Kuomintang au début se sentait plus chinois. À l'époque où je vivais en Chine, c'était encore le Kuomintang qui était au pouvoir, donc il y a 8 ans, et les relations étaient excellentes entre les deux rives. Les Chinois avaient arrêté d'exiger des pays qu'ils reconnaissent la Chine populaire et qu'ils arrêtent leurs relations diplomatiques avec Taïwan. Ils disaient, voilà, puis de toute façon, Taïwan pourra avoir un système assez souple d'autonomie, et ils prenaient l'exemple à l'époque de Hong Kong, un état de système, et en disant, mais les Taïwanais auront beaucoup plus, parce qu'ils pourront garder leur politique étrangère et pratiquement tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Sauf qu'entre-temps, les Chinois ont durci leur position à Hong Kong, ont publié une loi de sécurité qui leur permet d'arrêter ceux qui sont hostiles à la Chine. Et donc, évidemment, les Taïwanais n'ont plus du tout confiance. Je pense que les Chinois font attention à ce qu'ils font, ils réfléchissent, ils étudient. Donc ils vont attendre de toute façon la fin de la guerre en Ukraine. Et personne ne sait comment elle va se terminer, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est un échec pour Vladimir Poutine pour toutes les raisons qu'on a évoquées, parce que ça porte tort déjà à la Russie, mais il se peut que territorialement, il y ait des gains, in fine, pour la Russie. Donc je pense que la Chine étudiera ça. Elle étudiera également la réaction occidentale, parce que là, je pense que Poutine a été surpris, effectivement, que l'Occident intervienne aussi massivement. Maintenant, c'est pas facile à Taïwan, parce que un jour, Trump avait montré à ses généraux le globe terrestre, en disant, vous voyez où est la Chine, vous voyez où est Taïwan, et vous voyez où on est. Donc on n'ira pas. Et même si Joe Biden a laissé entendre qu'ils interviendraient, ils ne vont pas faire la guerre à la Chine. Donc au mieux, ils vont envoyer des armes comme ils le font pour l'Ukraine. Donc je pense que de toute façon, les Chinois sont assez prudents, puis comme je le dis souvent, c'est des joueurs de Go et pas des joueurs d'échecs. C'est-à-dire qu'ils essaient d'encercler, d'occuper le terrain, mais pas nécessairement d'aller à un échec et mat comme le font les Russes. On va poursuivre avec une carte qui illustre les nouvelles routes de la soie. On voit tous les pays sur cette carte qui sont partenaires des nouvelles routes de la soie, beaucoup de pays africains, parce que ces pays sont des partenaires commerciaux pour la Chine, mais ils deviennent aussi des alliés à l'ONU, par exemple. Est-ce que l'ambition de la Chine, et de la Russie aussi, on peut poursuivre le parallèle, n'est pas d'essayer de construire une sorte de nouvel ordre mondial post-occidental, d'essayer d'avoir justement le plus d'alliés, notamment dans les instances intergouvernementales? Oui, tout à fait. Au début, les routes de la soie, c'était un projet qui visait à écouler les surplus de l'industrie chinoise et à acquérir de nouveaux marchés. Mais de plus en plus, c'est aussi la possibilité d'acquérir une influence et une clientèle aux Nations Unies pour éviter d'être mis en accusation par les pays occidentaux. Les Russes ont suivi cette voie aussi. Je parlais du sommet Russie-Afrique. Ce qui est intéressant, c'est que les Chinois ont été les premiers à créer ce type de sommet qui s'appelle le FOCAC et à donner beaucoup de fonds en Afrique, qui a permis un décollage de la croissance. Et les Africains me disaient à Pékin, eh bien, ça a permis de désenclaver l'Afrique, et vous-même, vous étiez désintéressés de l'Afrique, et ne vous étonnez pas si les Chinois sont là avec des projets. Et aujourd'hui, on constate, alors justement, quand on regarde les votes qui concernent la Russie, condamnation de l'invasion, expulsion du Conseil des droits de l'homme, ou le dernier en date, condamnation de l'annexion de territoires, eh bien, dans un de ces trois votes, vous n'aviez même pas la majorité contre la Russie, c'est-à-dire sur les droits de l'homme. Il y a 100 pays
qui soit ont voté pour la Russie, mais ça c'est les Maliens, les pires pays, la Syrie, etc. Mais vous avez une grande majorité qui s'est abstenue, et puis certains qui se sont même pas présentés au vote. C'est difficile pour moi de la lire d'ici, mais en tout cas, bon, je connais les résultats des votes, et en particulier que ce soit l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil et la plupart des pays africains, ils ont refusé de se prononcer contre la Russie. Alors pourquoi ? Non pas parce qu'ils soutiennent cette guerre, mais parce qu'ils considèrent qu'ils en ont assez que les Occidentaux leur dictent leur position. Et c'est vrai que les Occidentaux parlent toujours de la communauté internationale en parlant d'eux, quand ils ne parlent pas du monde libre, ce qui est aussi un petit peu choquant, et ils nous disent, quand ça a lieu dans nos régions, vous ne vous y intéressez pas. Donc pour nous, c'est purement une guerre régionale, c'est votre affaire, c'est pas la nôtre. Et quand Anthony Blinken est allé en Afrique du Sud, la ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud a dit « Mais arrêtez de nous dicter nos positions, on est indépendants et on veut avoir le choix. » Et effectivement, ils considèrent aujourd'hui qu'ils sont non alignés, et vous avez ce qu'on appelle l'Ouest et le reste. Et ce n'est pas nous qui avons utilisé ce terme de manière méprisante, c'est aux Nations Unies, ils se sont qualifiés de reste. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça, ou de Sud global, ce qui est peut-être plus élégant, mais il faut faire très attention à ça pour les Européens en particulier, la France aussi. D'ailleurs, vous avez vu que les forces Wagner nous ont chassés d'un certain nombre de pays africains, où on avait le sentiment d'être chez nous avant. Et même quand ils ne l'ont pas fait directement, il y a des appels à la Russie, ils seront sûrement déçus plus tard, mais il n'empêche qu'il y a un véritable problème de perception des pays occidentaux et de cette volonté d'exiger qu'ils nous suivent. Et même vis-à-vis, par exemple la Chine, elle n'aime pas du tout cette guerre parce qu'elle a des effets délétères sur le commerce international, mais en même temps, ils continueront à soutenir les Russes, en tout cas en disant on est neutre, il faut un accord de paix, mais bon, c'est plutôt une prime à l'agresseur d'une certaine manière. Ils se donnent bonne conscience comme ça, mais parce qu'ils ont un ennemi commun et qu'ils savent très bien qu'ils sont l'ennemi principal des États-Unis, qui ont lancé cette forme de guerre froide technologique et autres, et donc eux aussi ils ont besoin de Poutine aux Nations Unies. Donc effectivement, on aura à la fois deux blocs, c'est-à-dire d'une certaine manière les démocraties versus les autocraties, mais en même temps, chacun essaiera de rallier tous ces pays non alignés à leur cause. Et puis, il ne faut pas oublier que pour l'Europe, c'est évident pour l'Ukraine. Enfin, sa position est évidente en ce qui concerne l'Ukraine, la défense de l'Ukraine, mais elle est moins évidente vis-à-vis de la Chine, et elle souhaite conserver aussi une autonomie et ne pas simplement obéir aux Américains. Forcément, je m'adresse à l'historien Stéphane Courtois, le terme de non-aligné, il n'est pas neutre, c'est un terme qu'on avait vu apparaître notamment pendant la guerre froide, il me semble que c'est en 1955 à Bandung, en Indonésie, que certains d'entre eux s'étaient réunis, il y avait le Yougoslave Tito, il y avait l'Égyptien Nasser, et ils avaient dit on refuse de choisir entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Est-ce que vous voyez une forme de lien entre la situation qu'il y avait à l'époque et la situation qu'il y a aujourd'hui? Et est-ce que tous ces pays qui sont en jaune et qui se sont abstenus peuvent avoir un réel poids hors de la confrontation entre, d'une part, on va dire, Russie-Chine et quelques autocraties, et d'autre part, les démocraties occidentales? Ils auront d'autant plus de poids que la Chine, parce que pour l'instant, pour moi, la Russie est un petit peu hors jeu, mais ils auront d'autant plus de poids que la Chine réussira à se les accaparer, à se les ficeler par toutes sortes de moyens, de soft power, de crédits financiers très importants qu'il faut ensuite rembourser, ce qui permet de tenir un petit peu
le créancier. Et donc voilà, il ne faut pas oublier, par rapport à votre question, que la Chine, les communistes chinois ont toujours été de très grands nationalistes. Ça, c'est incontestable. Mais par contre, ça a aussi été des internationalistes. Hein, et que, justement, dans les années 50, 60, 70, ils ont joué un rôle très important au niveau des non-alignés et au niveau surtout de tous ces mouvements de décolonisation sur le thème de l'anti-impérialisme, bien entendu. Hein. Souvenons-nous de tout, je me souviens de ma jeunesse, de tous les slogans maoïstes, hein, encercler les villes par les campagnes, ça voulait dire, bon voilà, hein, tous ces pays déshérités vont encercler l'impérialisme américain, le tigre de papier, comme disait Mao. Le tigre a encore quelques griffes, mais bon. Donc voilà, dans l'esprit des dirigeants chinois, ce sont des choses qu'ils connaissent très bien, très très bien. Alors, leur route de la soie, on voit très bien que là, ils avaient même visé carrément l'Europe, hein, parce que bon, s'emparer du port du Pirée, l'Italie, etc., ils pénètrent. Monsieur Xi Jinping l'a dit, en 2049, la Chine sera la première puissance mondiale pour le 100e anniversaire de la prise du pouvoir par Mao Tse-tung. Bon, c'est toujours pareil. Il faut toujours attribuer la plus grande attention à ce que disent ces dirigeants. Hein, évidemment, ça peut paraître surréaliste. Le gars qui arrive et qui dit « En 2049, nous serons les chefs. » Ah bon? Mais on est en 2022 et comment tu sais ça, toi? Mais c'est ce qu'ils ont en tête. C'est leur projet. Ils font tout pour arriver à cet objectif. Hein, donc, ils font tout. Alors, reste la question de Taïwan. De ce point de vue-là, juste un petit point. Moi, je pense quand même... Alors, je suis entièrement d'accord que c'est deux situations tout à fait différentes. Mais je pense quand même que le résultat de la guerre en Ukraine peut avoir des conséquences. Parce que il est incontestable que si jamais Vladimir Poutine perdait cette guerre, c'est-à-dire qu'en gros, il arrive à un résultat nul, que, par exemple, il n'arrive même pas à conserver le Donbass et la Crimée, ça démontrerait que les Américains, aidés des Européens, c'est-à-dire les démocraties, ont encore un potentiel de résistance et de défense très important, y compris militaire, et je ne doute pas qu'en ce moment, les Chinois pour commencer, mais les Nord-Coréens, les Iraniens et même peut-être M. Erdogan regardent de très près ce que va être le résultat de cette guerre. Parce qu'il est incontestable que si Poutine l'avait gagné haut la main, alors là, je pense que nous, en tant que démocratie, notre avenir serait très difficile. Hein, parce que ces gens-là, ces dictateurs, se sentiraient le vent en poupe. Hein, et quand des dictateurs se sentent le vent en poupe et sont pris par un hubris insupportable, on ne sait pas où ça se termine. Hein, donc voilà, sur ce point-là, je pense que le résultat de la guerre aura un impact. Mais comme on ne connaît pas le résultat de la guerre pour l'instant, simplement, je signale la question. Il y a un autre groupe de pays, Sylvie Berman, qu'il faut qu'on évoque forcément ce soir. Ce sont les pays qui disposent une denrée extrêmement précieuse en ce moment, c'est l'énergie, en l'occurrence des hydrocarbures. On a vu notamment ces derniers jours que les relations s'étaient réchauffées entre Joe Biden et Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, alors qu'il avait été considéré comme un paria après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Le président Xi aussi, d'ailleurs, se rend en Arabie Saoudite. Est-ce qu'au fond, davantage que ceux qui ont le pouvoir militaire ou qui ont la force démographique, les vrais pays qui ont le pouvoir dans le monde, ce sont ceux qui ont de l'énergie? C'est le cas pour le moment, mais ça peut être transitoire, puisque on tend à la transition énergétique, mais malgré tout, aux énergies nouvelles, le nucléaire, l'hydrogène, etc. Alors pour le moment, ça l'effet inverse, parce que comme il n'y a plus le gaz russe et que les Américains vendent 4 fois plus cher le gaz de schiste aux Européens, c'est pas très bon pour le climat
Effectivement, on rouvre des centrales à charbon. Les Allemands qui ont choisi une mauvaise politique énergétique ont, je crois, 55% de leur électricité qui est produite à base de charbon. Mais je pense qu'à terme, justement, les hydrocarbures seront beaucoup moins importants qu'ils le sont aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut quand même remplir les stocks. Pour cet hiver, ça va encore, mais l'hiver prochain, il y a vraiment des risques. Le problème, c'est que on lutte contre une autocratie et contre un chantage dans le domaine énergétique, mais on se met entre les mains de pays qui n'ont rien de démocratique, comme le Qatar, l'Azerbaïdjan, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, comme vous voulez dire. Et en même temps, on peut s'interroger sur la sincérité de dirigeants occidentaux qui disent jamais on ne rencontrera tel autocrate, il sera un paria, et ensuite Joe Biden sera en Arabie Saoudite, et d'ailleurs ça a été un échec total. Aujourd'hui, effectivement, les Chinois et d'autres prennent des contacts avec ces pays qui peuvent remplacer les hydrocarbures ou le gaz russe. Mais je pense qu'à terme, quand même, la transition énergétique se fera et que ça réduira un peu le poids de ces pays à rente pétrolière en particulier. Est-ce que nous, occidentaux, on les a trop longtemps sous-estimés, ces pays-là ? Parce que, on l'a dit, ils ont l'énergie, les hydrocarbures, mais là, en ce moment, on voit la Coupe du Monde au Qatar. C'est aussi, comme là, le Qatar, un petit pays qui dispose d'un soft power très grand, alors par le biais du sport, on l'a dit avec la Coupe du Monde, par le biais des médias, avec Al Jazeera, les énergies. Est-ce qu'on les a trop longtemps sous-estimés, ces pays-là ? Alors, je ne crois pas qu'on sous-estime le Qatar, parce que la France, comme d'autres pays, a établi des relations très, très étroites avec le Qatar, parfois pour certains avec une forme d'hypocrisie, puisqu'il ne faut pas oublier que le Qatar développait des relations avec les Occidentaux et en même temps fournissait des fonds aux terroristes. Donc ça, c'est aussi une réalité. Maintenant, la Coupe du Monde, on ne va pas la faire uniquement dans les pays occidentaux et dans les démocraties. Moi, je pense qu'il faut préserver nos systèmes, mais je crois qu'on n'a aucune chance de changer le système des autres. Il faut reconnaître des réalités, évoquer les questions des droits de l'homme quand c'est nécessaire, mais ça ne peut pas être une précondition non plus. Et je pense qu'il faut trouver un modus vivendi avec ces pays en défendant nos intérêts, comme on l'a fait au moment de l'Union soviétique, parce qu'on pensait que l'Union soviétique allait durer, et donc on avait de meilleures relations avec l'Union soviétique que les relations aujourd'hui avec la Russie ou avec la Chine. Et avant de passer aux questions du public, Stéphane Courtois, sur cette question de nos relations avec ces pays-là, et notamment ceux du Golfe. Oui, c'est la question de l'énergie. Là, vraiment, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Qu'à nous-mêmes. On était en pointe mondiale au niveau du nucléaire. On a laissé tomber. Alors, on a laissé tomber pour des raisons diverses et variées, mais quand même, on a... pour des raisons politiques, idéologiques ou autres, on s'est défait d'un outil sensationnel. Et donc voilà, alors que les Chinois, par exemple, j'entendais des chiffres ce matin, les Chinois construisent des centrales nucléaires à tout va en ce moment, c'est par dizaines. Bon, mais chez nous, ah non, il faut les fermer. Ah bon, très bien. Alors crevons de froid et allons-y. Ou alors soumettons-nous à Poutine ou à ces charmants messieurs d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Bon, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. On n'a pas réfléchi. On a pris des décisions hâtives sous des prétextes futiles. Je dis bien futiles parce qu'on nous dit qu'il faut sauver la planète. Non, soyons sérieux. La planète se fiche pas mal de nous, elle est là depuis 4 milliards d'années, on peut s'agiter tant qu'on veut, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Alors ce qu'on peut, c'est essayer de sauver notre vie sur la planète, ça c'est autre chose.
hein, mais ne faisons pas l'amalgame entre les deux. Hein, sauver la planète, elle sera encore là dans 4 milliards d'années, je pense, hein, et nous, on ne sera plus là depuis bien longtemps. Donc voilà, hein, il faut aussi penser à des... je veux dire, c'est des questions politiques fondamentales. La population doit avoir de l'électricité, elle doit pouvoir se chauffer, elle doit pouvoir circuler, les trains doivent pouvoir rouler. Bon, et alors on nous parle de délestage, qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont jamais que des coupures de courant. Bon, alors vous me direz, on en a connu, pendant la guerre, ça coupait souvent. Hein, bon, mais donc voilà, hein, moi personnellement, je pense que si on avait eu des stratégies raisonnables, rationnelles, sérieuses, on n'aurait pas laissé tomber un outil industriel aussi performant que le nucléaire, qui quand même, quoi qu'on dise, est une source d'énergie particulièrement propre, hein, donc, et particulièrement pérenne, hein, parce que les éoliennes, le solaire, tout ça c'est très bien, et s'il n'y a plus de soleil, s'il n'y a plus de vent, hein, et vous ne pouvez pas, c'est le problème de fond, vous ne pouvez pas stocker l'électricité. Bon, tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Alors, à partir du moment où on a compris qu'on ne peut pas stocker l'électricité, il faut pouvoir la produire en permanence. Bon. Si on ne peut pas la produire en permanence, alors effectivement, on va se replier sur du gaz russe, hein, ou du pétrole saoudien ou qatari. Et bon, très bien. Subissons-en les conséquences. Sylvie Berman, vous voulez ajouter? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et effectivement, le nucléaire ne produit pas de CO2 et fait partie précisément de la transition énergétique. Et le choix du nucléaire avait été fait après les premières crises, justement, du Golfe et du pétrole dans les années 70. Et c'était, avec l'indépendance énergétique, l'indépendance stratégique du pays. Et c'est donc évidemment fondamental. On a fait des erreurs pour faire plaisir à certains partis politiques, pas toujours très réalistes. D'ailleurs, c'est la grande erreur d'Angela Merkel également en Allemagne. Bah écoutez, qui l'eût cru? On a commencé par l'Ukraine, plongé dans le noir, et on finit par le nucléaire. Donc voilà, c'était un débat bien plus énergétique qu'il n'y paraissait. C'est le moment de vos questions. Un micro tenu par le président de l'association va se balader, alors qu'une main se lève au fond de la salle. C'est toujours le plus difficile, la première question. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie de votre exposé très clair. Bonjour, je m'appelle Jean, donc je me présente. Donc merci pour cet exposé qui est très clair et très utile au débat public. Le fil conducteur de cet exposé, j'ai l'impression, c'est un espèce de retard, et notamment ça s'est illustré à travers la question du nucléaire, un espèce de retard en termes de vision des démocraties occidentales et des démocraties parlementaires face aux géants autoritaires que sont la Chine et la Russie. Est-ce que vous pensez qu'on peut combler ce retard avec une véritable vision stratégique, par exemple à horizon 2049 comme la Chine? Est-ce compatible avec la démocratie? Donc voilà, c'est cette impression de retard qui, j'ai l'impression, a été quelque peu le fil conducteur de vos interventions. Qui se tente s'y coller à cette question? Non, moi je veux bien, c'est non seulement un retard, mais indépendamment des autocraties, le problème c'est qu'il y a une véritable crise des démocraties représentatives. Et justement, moi j'étais en poste à Londres au moment du Brexit. Le Brexit, c'est une aberration économique totale et géopolitique aussi. Parce que finalement, un pays a plus de poids quand il participe à différentes enceintes décisionnelles, non pas quand il s'en retire. Et économiquement, on voit bien aujourd'hui, le Royaume-Uni, c'est l'homme malade de l'Europe. Et moi, j'ai vécu au quotidien tous ces délires, et qui étaient aussi un retour sur le passé et sur l'Empire britannique. C'était délirant. Et pourtant, ils passaient pour des pragmatiques. On a tous été surpris à ce moment-là par le Brexit. Et on a eu quelques mois après Trump qui est le même type de réaction. On a aujourd'hui, j'évoquais tout à l'heure l'attaque contre le Capitole qui a fait beaucoup de mal à la démocratie et au soft power américain. Vous évoquiez même l'Allemagne, hein, même si l'AfD, un petit peu l'extrême droite a un petit peu reculé, il n'empêche que c'est inquiétant. La Suède, qui était un pays libéral-démocrate par excellence,
et qui maintenant a l'extrême droite au pouvoir, et plus alors des mouvements populaires, comme on a vu aussi les Gilets jaunes, qui ont conduit à une sorte de chaos et de perception du chaos dans d'autres pays aussi. Donc la difficulté, ce n'est pas uniquement notre perception, nos relations vis-à-vis des autocraties, mais c'est la crise interne des démocraties. Alors, d'autre part, sur le plan technologique, on s'aperçoit de quoi? C'est que, en fait, seuls les Américains et les Chinois ont accès à la haute technologie. Et si on veut être indépendant, ça passe par ça. Et c'est ça qui doit être notre priorité absolue si on veut être respecté en Europe. Et moi, ça m'avait frappé au moment du Covid. Je ne sais pas si tout le monde le savait. Donc, on a utilisé le Zoom. Mais c'est quoi Zoom? C'est un instrument qui a été développé qui a été inventé par un Chinois et développé par les Américains. Où est l'Europe là-dedans? Où sont les scientifiques européens? Nulle part. Y-a-t-il une autre question? Oui, il y en a deux. On va commencer par vous et puis ensuite c'est devant. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Paul. Bonsoir Madame Berman et Monsieur Courtois. Merci pour cette intervention. J'ai juste plusieurs questions. Je vais d'abord commencer avec vous, Monsieur Courtois. Je voulais savoir si vous pouvez nous donner une explication plus grande explication sur ce qui a motivé Vladimir Poutine de lancer cette guerre contre l'Ukraine. Vous avez mentionné qu'en fait c'est un échec stratégique et aussi qu'en fait il y a une motivation d'un retour d'un rêve impérial, comme ils n'ont pas cessé la Russie de lancer des guerres dans leur voisinage. Et ensuite j'avais deux questions pour vous, Madame Berman. On a une rivalité de plus en plus importante entre la Chine et les États-Unis. Pour l'instant, l'Europe ne s'est pas positionnée, mais on voit que la Chine n'est un partenaire économique pas forcément fiable, que ce soit pour accéder à son marché ou parce qu'elle lance des mesures économiques coercitives contre nos États membres de l'Union européenne. Vous avez présidé un rapport de l'Institut Jacques Delors sur la relation entre l'Union européenne et la Chine. Je voulais savoir quelle approche l'Union européenne peut avoir par rapport à la Chine, quels sont les outils dont elle dispose, que ce soit pour défendre son économie, pour faire valoir son poids. Et ensuite, comme ça a été évoqué dans cette conférence, par le dernier congrès du Parti communiste, Xi Jinping a réitéré l'idée de vouloir unifier Taïwan et la Chine, même si Taïwan n'a pas vraiment fait partie de la Chine. Les Taïwanais n'en veulent pas du tout, et pourtant Taïwan est un acteur clé dans le commerce mondial, que ce soit pour la production de semi-conducteurs ou simplement parce que c'est une des économies asiatiques les plus développées. Que peut faire l'Union européenne ou simplement nous, la France, pour pouvoir faire en sorte, quels sont nos outils pour pouvoir faire en sorte que la situation dans le détroit de Taïwan reste la même? En 5 minutes, Stéphane Courtois puis Sylvie Berman. Aucun problème. Alors d'abord, il y a concernant votre question sur Vladimir Poutine, évidemment, je peux faire une réponse très rapide. Allez acheter notre livre et vous saurez tout. Mais si vous ne pouvez pas l'acheter, vous le trouverez, j'espère, en bibliothèque. Non, je crois que, si vous voulez, en deux mots, l'idée que nous développons dans ce livre, c'est que ce qui caractérise M. Poutine, ça n'est pas seulement qu'il a été un homo soviéticus, c'est-à-dire que jusqu'à ses 40 ans, il a vécu en URSS totalement, adhérant totalement au régime, à son idéologie, à son fonctionnement. Ça n'est pas seulement qu'il a été communiste, comme 20 millions d'autres soviétiques à l'époque, mais c'est que c'est un membre du KGB. Le KGB, c'est très particulier. Vous aviez 3 piliers du pouvoir en Union soviétique, le Parti communiste évidemment, l'armée rouge, qui était au départ une armée de guerre civile, qui est devenue même une armée de guerre civile internationale, et puis le KGB. Alors on dit le KGB c'est une police politique. Non. Le KGB, depuis le début, c'est l'organe de la terreur qui permet au pouvoir communiste de rester en place. Sinon, il aurait été balayé. Bon. Et donc, ces gens-là, ils sont formés d'une manière très particulière. Alors, je sais bien que Mme Carrère-Dancos a pendant très longtemps développé l'idée que le KGB, c'était l'ENA de l'URSS. Mais enfin, moi, je ne savais pas qu'à l'ENA, on apprenait aux gens à
tuer, à torturer, à faire des filatures, des contre-filatures, etc., etc. Toutes choses que M. Poutine a appris de manière tout à fait normale, parce que c'est le cursus de formation de ces gens-là. Hein. Donc, il est très clair que M. Poutine a été envoyé en mission pour pénétrer, il ne s'en est même pas caché d'ailleurs, hein, en décembre 1999, lors d'une réunion, la fameuse journée du tchéquiste, hein, donc les ex du KGB, il ne s'en est pas caché. Il a dit, voilà, nous avons déjà atteint la première étape qui nous avait été fixée, qui était de pénétrer, d'infiltrer l'appareil d'État et de reprendre la main sur l'appareil d'État. Et dès 2000, il était élu président avec une équipe qui était ces gens du KGB de Saint-Pétersbourg, mais à coquiner avec le grand banditisme, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Donc voilà, voilà où on en est. Et bon, c'est à mon avis incontestable, mais bon, on a essayé de le développer sur 450 pages. Sylvie Berman. Oui, mais si je peux ajouter quelque chose là-dessus, je crois que en fait, Vladimir Poutine était obsédé par l'amputation que représentait la perte de l'Ukraine. D'ailleurs, c'est ce que disait Brzezinski, qui avait été le conseiller de Carter, si je ne m'abuse, et qui disait « Sans l'Ukraine, la Russie ne peut pas être un empire ». Et la référence de Poutine, effectivement, ça a été un choc, la chute de l'Union soviétique, parce que c'était une superpuissance, au moins en apparence. Mais en fait, ce qui compte pour lui, c'est la Russie, c'est l'empire russe, c'est la langue russe, c'est la culture russe. C'est une obsession chez lui, il le répète tout le temps. Et il considère que l'Ukraine est une création artificielle et qu'il y a une partie, l'Ouest, qui peut aller à la Pologne, mais que le reste, ça fait partie de la Russie. Et quand il dit que la plus grande catastrophe du XXe siècle, c'est l'explosion de l'Union soviétique, il ajoute parce qu'il y a des millions de Russes qui sont en dehors de l'Ukraine. Donc là, il a vu l'occasion, pendant cette crise du Covid, où en plus il était totalement isolé, complètement paranoïaque, de mettre la main sur l'Ukraine. Et moi, ce qui m'avait frappé quand j'étais en Russie, c'est quand Poutine parlait de tous les autres sujets, c'était sur un ton très neutre, très professionnel, la Syrie, tous les autres sujets. Dès qu'il parlait de l'Ukraine, ça devenait complètement émotionnel. Et donc, je pense que ça correspond à cette obsession et qui s'est dit, c'est le moment de reconstruire, non pas l'Union soviétique, mais l'Empire russe. Et la dimension culturelle et civilisationnelle est très importante pour lui. C'est pour ça que les pays voisins, ça ne l'intéresse pas de la même manière et qu'il avait digéré les autres indépendances, mais pas celle-là. Donc je pense que c'est une des raisons qui s'ajoute à ce que, évidemment, M. Courtois vient de dire. Pour ce qui concerne les relations entre l'Union européenne et la Chine, c'est évidemment le grand sujet aujourd'hui. Parce que si on s'aligne complètement sur la position américaine, l'Union européenne n'existe plus dans le monde. Les Russes considèrent qu'il y a aujourd'hui un Occident collectif qui est dirigé par Washington et que donc l'Union européenne ne compte pas parce qu'on est aligné. Les Chinois ont une attitude un peu différente parce qu'ils pensent que justement l'Union européenne, qui est leur premier partenaire quand même sur le plan économique, peut constituer une force d'équilibre. Et je pense que notre intérêt est essayer de définir une troisième voie et en tout cas de travailler dans des domaines où il y a une coopération possible avec la Chine, qui est, par exemple, la santé, les questions de changement climatique également, de défendre nos intérêts économiques. Et il y a un certain nombre d'instruments qui ont été adoptés. L'instrument dit de coercition, l'instrument, au niveau européen, qui permet le mot me vient en anglais, mais de cribler un petit peu les investissements pour savoir si effectivement ils sont menaçants pour l'Europe, donc à la fois défense de nos intérêts vis-à-vis de la Chine, mais en n'oubliant pas que sur ce plan-là, sur le plan commercial, technologique, les Américains ne sont pas des amis, et le Buy American Act, l'IRA, pose autant de problèmes. Donc l'Europe va avoir beaucoup de difficultés parce qu'elle est très divisée sur ce point. Ce qui est intéressant, c'est que les pays d'Europe de l'Est, avec lesquels la Chine avait formé une espèce de faction 17+1 qui était plus favorable à la Chine, aujourd'hui,
ils sont au contraire très pro-américains à la suite de la guerre en Ukraine. Et comme je disais tout à l'heure, donc l'Ukraine a remporté les États-Unis ont remporté des points incontestablement dans cette guerre. Donc l'Europe aura un jeu difficile à jouer. Sur la question de Taïwan, on n'a pas les moyens militaires, on n'a pas de porte-avions et autres, on ne va pas se battre contre les Chinois dans le détroit de Taïwan. En revanche, la France est un pays de l'Indo-Pacifique parce qu'on a plus d'1,5 million de ressortissants. Il y a des îles et donc on veut jouer un rôle aussi sur le plan politique. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est la dissuasion et le rappel aux Chinois, du statu quo, bien sûr, et puis la liberté de navigation, parce que ça concerne tout le monde, et on veut faire respecter cette liberté de navigation. D'ailleurs, on fait passer nos bateaux, indépendamment des bateaux commerciaux, mais y compris des bateaux militaires dans cette zone. Nous prenons désormais les questions par paire. 2 questions au fond de la salle. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, moi je suis tout à fait néophyte en géopolitique. Je voudrais juste comprendre quel est l'intérêt de l'Allemagne d'avoir vendu le port de Hambourg aux Chinois. J'en suis restée scotchée, je comprends pas. Et une deuxième question, oui. juste à côté de vous comme ça, on peut en prendre plus. Alors bonsoir, enchanté, moi c'est Amir. J'avais une question que j'ai essayé de faire la plus synthétique possible. Est-ce que l'Europe a encore un espoir ou une possibilité d'avoir une certaine influence diplomatique en Afrique, ou bien la rancœur d'antan et la position des Chinois et des Russes est trop puissante? Sur ces 2 questions, Sylvie Berman. Sur le port d'Hambourg, en réalité, les Allemands sont dans une situation extrêmement difficile parce que leur croissance, leur succès, c'était le gaz russe et les exportations vers la Russie. Et ils sont en train de perdre tout ça, et donc c'est une catastrophe pour eux. C'est la raison pour laquelle le chancelier Scholz, malgré les critiques de l'Union européenne, le président français voulait aller avec lui en Chine, mais on comprend que Scholz n'y était jamais allé, que c'est sa première visite comme chancelier, alors que Macron, a une certaine autorité et antériorité, mais c'était le prix du voyage en Chine et également de la possibilité pour eux de continuer à exporter et de vendre leur voiture. Quand vous arrivez à l'aéroport de Pékin, vous avez Das Auto, et ils vendent beaucoup plus, toutes les entreprises allemandes vendent beaucoup plus à la Chine qu'à l'Europe ou à l'Allemagne. Ça a été critiqué en interne, cette décision sur le port de Hambourg. Mais voilà, l'Allemagne qui était un peu la tête de l'Europe, Merkel était respectée dans le monde entier, aujourd'hui a un certain nombre de difficultés. La deuxième question, pardon, sur l'Afrique, oui, bien sûr. L'Afrique, je pense qu'on a assez mal joué parce qu'on considérait que l'Afrique, c'était chez nous, que ce soit les Français, que ce soit les Britanniques, qu'on était attendus, aimés, quoi qu'on fasse. Et je pense que les erreurs qu'on a faites, c'est quand les Africains demandaient une aide au développement, on leur expliquait, et des infrastructures, on leur expliquait qu'on ne faisait plus ça et qu'on ne faisait plus que de l'aide à la gouvernance, c'est-à-dire qu'on leur expliquait comment lutter contre la corruption, comment assurer une politique de genre, de parité et autres. Ils sont toujours aussi corrompus, ça n'a rien changé. Et en revanche, ils n'avaient pas les infrastructures nécessaires. Donc les Chinois avaient étudié ça de près. Et c'est vraiment un sujet dont j'ai parlé non seulement avec les Chinois, mais beaucoup avec les Africains. Et ils nous disent, c'est de votre faute. Parce que quand il y a des projets chinois, d'abord il n'y a pas de conditions, droits de l'homme ou autre, même s'il y a des conditions pas des conditions, mais des conséquences sur le plan économique ou financier avec des risques de dette, mais ils ont construit des infrastructures, ils ont construit des chemins de fer, ils ont construit des aéroports, ils ont construit le site de l'Union africaine à Addis Abeba,
Et les Africains, malgré les conséquences négatives, pensent que au total c'était positif. Maintenant, c'est à nous aussi de changer de politique. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui au sein de l'Union européenne un programme justement d'infrastructure qu'on ne voulait plus financer avant. Et je crois qu'il faut s'adresser à ces pays, y compris bilatéralement et en fonction de leur mérite, et pas simplement pour leur dire vous nous soutenez sur l'Ukraine, les Russes sont des méchants, les Chinois sont des prédateurs, parce que ça ne passe plus en Afrique. Ils ne veulent plus entendre ça. Ils veulent avoir leur indépendance, leur libre choix, mais en revanche, il y a des coopérations qui peuvent être menées. Je pense que dans tous les pays où Wagner a été déployé, ils risquent d'être déçus dans quelques mois ou quelques années, donc ce n'est pas complètement perdu. Mais les Africains disent aussi, notre intérêt à nous, c'est d'avoir plusieurs partenaires, et pas seulement la France ou dans le monde anglophone, pas seulement les Britanniques. Stéphane Courtois. Ce qui paraît très, très paradoxal, je dirais, c'est que, et moi-même ayant vécu jeune en Afrique occidentale française, comme on l'appelait à l'époque, ce qui est très paradoxal, c'est que toute cette Afrique francophone, parce qu'elle reste très largement francophone, a été entièrement, je dirais, construite par le colonisateur français. Vous allez à Dakar, vous allez à Conakry, vous allez à Abidjan, etc. Toutes ces villes ont été construites par le colonisateur français, etc. Bon, et maintenant, on dirait que le relais, puisque ces villes et ces pays sont en expansion, bien entendu, en croissance, avec leur population et des États qui se structurent, etc., eh bien, on a l'impression que les Chinois ont pris le relais, hein, et que nous, on a effectivement, vous le disiez, totalement laissé tomber. C'est quand même assez curieux. Alors, est-ce que c'est le résultat de la France-Afrique qui, effectivement, a laissé croire que finalement, les Africains seraient toujours nos obligés et que tout irait très bien? La preuve que non. Hein, la preuve que non. Avec un dernier point sur lequel je voudrais revenir, j'en profite, j'ai le micro. Non, mais je me pose quand même la question, moi aussi, la question de nos élites. La question de nos élites. Parce que on a eu de grandes élites. Hein. En France, on a eu de grandes élites, mais en Europe aussi. En Italie, en Allemagne, etc. On a eu de grandes élites, mais de gens qui sortaient de la guerre, avaient fait la guerre, avaient subi la guerre, avaient connu la guerre, et même plusieurs guerres, la première, la deuxième, et qui s'étaient forgés dans des situations difficiles. Il faut bien dire qu'après 1945, cette génération-là est passée, et nous avons au pouvoir des générations qui n'ont jamais connu la guerre, qui n'ont, pour certains, jamais fait de service militaire, ne savent pas ce que c'est n'ont jamais tenu une mitraillette en main. Vous allez me dire, c'est un raisonnement un peu stupide. Non. Vous savez, les expériences collectives de ce type sont très importantes, et c'est de là que se dégagent des élites. Hein, c'est-à-dire les gens qui, justement, ont montré plus de caractère, plus de courage, plus d'intelligence, etc. Bon, alors, on a certainement de très bonnes écoles de formation, etc., c'est pas la question. Mais bon, le problème, c'est qu'on a en face de nous des gens qui sont toujours aussi méchants, hein, que ceux que nous avons rencontrés en 1914, en 1940, etc. Alors que nous sommes devenus un peu des bisounours. Une autre question devant monsieur. Bonsoir. Oui, je vous remercie pour cette revue planétaire des problèmes actuels et des répercussions sur le monde entier. Je voudrais revenir un petit peu sur la France et l'Europe. L'OTAN avait été définie comme étant en mort cérébrale. Est-ce que cette mort cérébrale ne peut pas se reporter sur l'Europe actuellement? Et là, je pense aux relations franco-allemandes. Depuis toujours, on nous a présenté le couple franco-allemand comme le couple idéal pour la construction européenne. Et je pense que c'est un mythe. L'Allemagne, chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, a joué son propre jeu. Alors je ne vais pas remonter très très loin, mais au moment de la réunification,
il s'est ouvert un boulevard énorme vers l'Est pour l'Allemagne. Un marché énorme, un marché commercial, mais aussi un réservoir de main-d'œuvre. Donc ça a été une bouffée d'oxygène qui leur a permis de digérer la réunification et de réintégrer l'Allemagne de l'Est avec ses 30 ans de retard. Ensuite, vous avez évoqué M. Schröder, qui après ses 2 mandats est parti pantoufler en Russie et effectivement était le maître d'œuvre de Nord Stream. Ceci dit, il avait bien préparé le terrain pour Mme Merkel, qui a fait 20 ans, et c'est lui quand même qui avait créé les conditions pour une reprise économique importante de l'Allemagne. Alors, maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé depuis 1 an, depuis que M. Scholz est au pouvoir, Mme Merkel n'a jamais voulu reconnaître que sa politique vers l'Est avait été une erreur. Son ministre des Finances, par contre, l'a fait récemment. Donc ça, je pense que c'est une faute morale majeure pour Mme Merkel. Et votre question, juste du coup, monsieur, pour qu'on puisse en prendre d'autres. La question, c'est comment voyez-vous l'Europe perdurer dans la situation actuelle et se ressouder et reprendre le rôle de leader qu'elle devrait être en Europe? Madame l'ambassadeur. Non, alors vous évoquez la mort cérébrale. En fait, l'OTAN n'était pas en mort cérébrale, mais en coma. Donc elle a pu en sortir. Et effectivement, le risque, c'est aujourd'hui que ce soit l'Union européenne qui soit en état de coma. Mais on peut en sortir. Et d'ailleurs, quand on parle de l'Union européenne, on parle de construction européenne. Donc c'est quelque chose qui se construit peu à peu, souvent au fil des crises. Alors, sur le franco-allemand, vous avez raison. Alors, moi, je pense que le Brexit a eu des conséquences très graves pour l'Europe. Parce que d'abord, quand on avait Londres, Berlin et Paris, ça avait vraiment un poids dans le monde, y compris à Moscou, à Pékin et ailleurs. On a perdu ça, les Anglais l'ont perdu parce qu'ils sont totalement isolés. Et aussi, on avait un triangle. Et ce qu'on faisait généralement, quand on voulait obtenir quelque chose des Allemands, on négociait avec les Britanniques et ça attirait les Allemands. Donc on a perdu ça et on a un tête-à-tête, effectivement, qui ne fonctionne pas. Les Allemands, bon, ils défendent leur intérêt comme toujours. Sur la réunification allemande, vous avez raison, parce qu'ils ont eu effectivement ce marché en Europe de l'Est. Mais ça a été dur pour eux quand même, la réunification. Ça leur a coûté cher. Et le prix, c'était aussi la renonciation aux marques et l'euro, qui était quand même un peu une victoire française à ce moment-là. Aujourd'hui, évidemment, un accord franco-allemand n'est pas suffisant en Europe. Mais s'il y a un désaccord franco-allemand, on n'a aucune chance de faire avancer l'Europe. Et en fait, on a toujours eu l'illusion que le franco-allemand, c'était un couple, c'était un mariage d'amour, alors qu'en fait, c'était un mariage de raison. On n'est jamais d'accord sur aucun sujet. Et quand même, on arrive parfois, à force de discussion, et ça Emmanuel Macron le faisait, y compris avec Angela Merkel, pour aboutir à des décisions. Et quand il y a eu, par exemple, au moment du Covid, une décision un endettement commun, ça a quand même été un succès pour la France et une véritable révolution culturelle pour l'Allemagne. Et je pense que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, encore une fois, sur l'amour, mais malgré tout, si on ne s'entend pas en franco-allemand, l'Europe ne pourra pas avancer. La toute dernière question vient du fond de la salle. Bonsoir. Alors, suite à la fuite des Russes due à la guerre, notamment vers l'Arménie, est-ce que de nouvelles tensions pourraient être envisagées entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puis dans tout le Caucase? Merci. Qui s'y colle à l'Arménie, l'Azerbaïdjan? Non, mais alors, Arménie-Azerbaïdjan et l'affaire du Haut-Karabakh, on dit toujours que c'est un conflit post-soviétique. En réalité, moi j'étais en 88 encore en poste en Union soviétique et c'est à ce moment-là que ce conflit a commencé. C'est effectivement les divisions des territoires avec des enclaves ethniques et c'est très difficile à gérer. Il y en a d'autres d'ailleurs dans le Caucase, y compris le Caucase russe aujourd'hui.
Alors, il y avait, avant la guerre, il y avait quand même une capacité de Moscou de gérer les choses, d'arbitrer les choses, justement, entre Azerbaïdjan et Arménie. Aujourd'hui, elle n'en a plus les moyens et effectivement, les Arméniens sont très très inquiets de cette situation. Pour autant, ils ne veulent pas non plus critiquer la Russie. C'est peut-être ceux qui intègrent le mieux les Russes qui arrivent. D'ailleurs, beaucoup sont d'origine arménienne. C'est plus compliqué en Géorgie puisqu'il y a une occupation des territoires géorgiens, mais c'est vrai qu'il y a une véritable inquiétude et les Azerbaïdjanais sont aussi militairement de plus en plus forts. Une toute dernière question en fait. Jean-Jacques, nous avons évoqué tout à l'heure la dépendance au gaz russe et la dépendance au pétrole du Moyen-Orient. Pour le nucléaire, nous sommes dépendants à 100%. Ne craignez-vous pas que nous soyons embêtés un jour par ceux qui nous fournissent l'uranium, alors que le soleil, le vent, il est à tout le monde? Oui, le problème, c'est que le soleil, le vent, il n'y en a pas tout le temps, et que donc c'est pas une énergie stockable et pilotable, alors que le nucléaire, c'est permanent. Le nucléaire, en réalité, on a besoin de très très peu d'uranium. C'est vrai que pour le moment, on l'importe de Russie, les Américains aussi. Mais c'est quand même l'industrie qui permet le plus de... Je vous promets qu'un jour on le fera ce débat sur le nucléaire, mais... pour les Américains... Non, mais pour les Américains aussi, ils l'ont exporté de Russie. Mais on peut trouver de l'uranium ailleurs. Et... ça va être inaudible. Et les échanges se poursuivront. Après, parce que justement, il me reste 4 mots sur mon mémo. Le premier, c'est bar, parce que les échanges, justement, se poursuivent autour du bistrot, c'est toujours plus agréable. Le deuxième, c'est librairie, parce que vous pouvez retrouver les livres de nos invités et plein d'autres dans notre librairie éphémère, et vous les dédicacerez même à vos lecteurs. Le troisième, c'est chapeau, parce qu'on vit en grande partie aussi, grâce aux dons que vous nous faites dans les petits chapeaux, donc pour que ça puisse exister, continuez. Et le quatrième, le plus important, c'est merci. Merci Sylvie Berman, et merci Stéphanie Courtois. Merci à vous, bonne soirée à toutes et à tous.